Quexkina, ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Cette semaine, nous avons Jason Brennan de Niche Media. Bonjour. Si tu peux te présenter en tes propres mots, après ça, on va donner la parole à André. Oui, bien, je suis Jason Brennan, je suis producteur, réalisateur, scénariste, distributeur chez Niche Media et 7e écran. Je suis de la communauté des Kitigan-Zébi, donc mon père est autochtone, ma mère est québécoise. J'ai passé une bonne partie de ma jeunesse là-bas. En fait, jusqu'à jusqu'à environ 15 ans, non, en fait, jusqu'à 24 ans, je travaillais là les fins de semaine, donc je retournais beaucoup. Je travaillais les étés. Puis finalement, lorsque j'ai décidé de poursuivre mes études en télévision, puis d'amorcer cette partie-là de ma vie, malheureusement, j'ai dû abandonner mon travail de fin de semaine là-bas parce qu'il fallait que je me concentre sur mes études. Puis comme beaucoup de gens là, qui se trouvent à être dans cette situation-là, ben, tu sais, on n'a pas le choix à un moment donné de quitter. Là. Ça devient plus difficile de retourner. Donc, j'y retourne encore pour les grandes fêtes, les mariages et les funérailles, malheureusement. Ce qui est la réalité là, de beaucoup de gens autochtones du milieu urbain. Là. C'est un peu la même chose pour moi aussi. J'y vais juste au temps des fêtes, Noël, puis essentiellement les funérailles, parce qu'on a une grande famille quand même. Là. Ça fait beaucoup de funérailles. C'est ça. Ouais. Mais les mariages aussi, parce que tu étais garçon d'honneur il n'y a pas longtemps. C'est vrai, ouais, il y a beaucoup de mariages en plus. Alors, Jason, on va aujourd'hui beaucoup parler de l'inhumain qui vient de sortir en salle, mais on va essayer de parler des humains aussi derrière le film et j'aimerais, on va parler pas mal du long métrage parce qu'il faut que les gens aillent le voir, il est en salle maintenant, mais aussi j'aimerais qu'on parle de tout ton travail à Niche Media qui est quand même quelque chose qui est devenu une institution avec les années extrêmement importante. Il suffit d'aller sur le site web pour voir comment cette compagnie-là a réalisé, a produit, a amené des choses extrêmement importantes en termes de télévision, de cinéma. Alors, je pense qu'il faut aussi s'accorder du temps pour en parler. Hein, parce que ça m'impressionne, d'une part, et aussi parce que je suis sûr que c'est du plus grand intérêt pour ceux là, qui suivent des progrès, le développement culturel, particulièrement dans le domaine audiovisuel chez les Premières Nations au Québec. Alors, on peut commencer par l'inhumain. Est-ce que je me trompe? C'est ton premier long-métrage de fiction? Oui, en tant que réalisateur scénariste, c'est mon premier. Okay. À la base, je voulais être réalisateur scénariste. Là, une vingtaine d'années. En fait, même avant ça, là, depuis que je suis très petit. Puis finalement, quand je parlais tantôt, j'ai décidé de retourner aux études, c'était pour être réalisateur scénariste. Mais finalement, lorsque j'ai gradué, puis j'ai commencé dans le métier, c'est là que je me suis dirigé plus comme producteur et en production parce qu'il y avait un manque. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de producteurs autochtones du tout, très peu. Il y en avait peut-être un ou deux. Et finalement, oui, je ne me souviens plus qu'il disait qu'il faut se méfier de nos rêves de jeunesse parce qu'ils finissent par arriver. Et là, je pense que c'est bel et bien ton cas. Et comment ça a été cette expérience, je dirais, parfois il y a des implications qu'on peut avoir tout de suite et qui sont extrêmement nourrissantes, qui nous font progresser. Et je suis curieux de voir comment quelque chose qui a été différé, mais qui a quand même été préparé longtemps, parce que tu as quand même réalisé en télévision entre-temps, tu as produit des longs-métrages de fiction. Donc, un cadeau comme ça, qui arrive très tard, un cadeau,
qui est aussi un défi parce que c'est pas une chose simple qu'un long-métrage. Comment c'est vécu quand on le reçoit au moment où on est à maturité? Ben, en fait, pour moi, le projet s'est présenté, tout s'est concrétisé au moment idéal. On dirait que j'avais quelque chose derrière moi ou quelque chose qui m'a permis de faire ça, qui m'aidait beaucoup. Là. Quand on dit que des fois les astres s'alignent, ben, ça en était une preuve. J'arrivais là-dedans avec, premièrement, au début, l'Inhumain, c'était une histoire qui n'était pas du tout ça, originalement. C'était supposé être un film d'horreur qui n'abordait pas la thématique et la légende du Wendigo du tout. C'était autre chose. Puis finalement, lorsque j'ai commencé à plus le développer et à plus creuser, je voulais aller un petit peu plus en profondeur dans une histoire qui m'appartenait un petit peu plus ou sur laquelle que moi, je trouvais que j'avais une certaine affinité, si on veut. Donc, le scénario s'est travaillé pour finalement découvrir que à la base, ce film d'horreur-là était beaucoup plus. C'était beaucoup plus. Il y avait des métaphores là-dedans que je voulais aborder personnellement. Qui était la perte de la culture, l'assimilation, comment combler ces vices ou cette perte de culture-là. Puis, en parallèle, il y avait toute l'histoire du Wendigo. Moi, je la connais depuis que je suis tout jeune, comme beaucoup de gens. Ou est-ce qu'au début, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était autour d'un feu, puis c'était entre cousins, cousines, puis on l'utilisait plus pour se faire peur. C'était plus une joke un peu, là. Puis là, finalement, ben, on s'intéresse plus, c'est vrai, c'est quoi, hein? Je vais en savoir plus. Pour finalement découvrir que c'était beaucoup, chez les aînés puis chez les personnes plus vieilles, ben, c'est beaucoup plus que cette histoire de bonhomme 7 heures-là que j'avais là, au tout début. Là. Donc, par la suite, bien, le scénario, il est écrit, il est assez fort, je le présente à Sam, qui aime bien l'idée, sauf que c'est quelque chose qui n'avait pas été nécessairement vu. Le film, c'est un film qu'on fait peut-être un petit peu moins au Québec, où est-ce que il y a beaucoup d'effets visuels, c'est un film de genre, c'est un film autochtone de genre. Donc, à un moment donné, il y avait beaucoup d'éléments là qui auraient pu créer des obstacles. Mais finalement, après quelques discussions avec Sam embarque, puis là, il vient le temps de le financer, ce projet-là. Ça s'est quand même assez... Vu que j'avais mon bagage de producteur, on a trouvé une façon de le faire. Puis là, quand mon chapeau de réalisateur a embarqué, c'était d'être capable de ramener ça pour vraiment mettre le plus d'argent à l'écran possible. Puis en plus, il y a la pandémie. Fait que la pandémie m'aide beaucoup parce que j'ai accès à des techniciens qui étaient sur d'autres projets, qui se retrouvent sans travail. Mais le fait que mon film présente un comédien à l'écran pratiquement la moitié du film nous aide beaucoup pour gérer cette production-là. T'sais. Le fait aussi qu'on s'en va tourner à Kitigan-Zibi, puis dans la région de la Haute-Gatineau, où est-ce qu'on est isolé, nous aide beaucoup à contrer ce qui se passe pendant la pandémie. Puis il nous aide aussi dans le storytelling de ce film-là. Donc, c'est ça, pour moi, j'avais déjà l'expérience de producteur, donc je savais comment un plateau fonctionnait. Je savais ce que j'avais besoin de faire pour être ultra prêt. Donc, j'avais déjà storyboardé mon film au complet de A à Z. Donc, lorsque je le présentais puis je parlais à des gens, ben, je savais que cette scène-là, déjà, on l'avait planifiée, qu'on avait 3 plans, qu'on avait un plan. Voici ce qu'on voit. Fait que tout le monde avait beaucoup de concret, puis ça a donné l'impression ou ça démontrait aux gens que je savais ce que je voulais exactement. Donc, on ne perdait pas de temps. Alors là, tu éveilles beaucoup ma curiosité. Bon, ça, je peux comprendre que
tu es capable, avec les tournages extérieurs, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur le plateau, d'organiser le tournage de façon sécuritaire en temps de pandémie, au moment où il y a quand même pas mal de monde disponible, parce que d'autres tournages où c'était moins possible de respecter les règles de distanciation, masque, etc., ont dû arrêter. Alors ça, je comprends que là, la pandémie, d'une certaine façon, aide, mais complique aussi, parce que organiser, on ne rentrera pas dans les détails pratiques, on peut très bien imaginer quand même qu'il y a eu là, dans la cuisine, en tout cas, pas mal de difficultés à organiser le travail. Mais ce qui m'intéresse, c'est, tu dis que ça a eu une influence sur la narration, le storytelling, et effectivement, le personnage est un médecin. Le Wendigo est une sorte de maladie, une sorte de virus qui peut s'attraper, et il y a des gens qui sont qui sont immunodéprimés par rapport au Wendigo. Et donc, ça, je serais intéressé de savoir comment, à la fois sur le plateau, le travail avec les comédiens et dans le film lui-même, cette pandémie qui était là et qui continuellement était présente, non seulement dans l'organisation du travail, mais dans l'imaginaire qu'il y a autour du Wendigo. Comment ça a fini par influencer le film qu'on peut voir aujourd'hui? Ben, honnêtement, ça ne l'a pas influencé tant que ça. C'était vraiment le fait, tu sais, c'est pas le genre, tu sais, d'avoir tourné un film où est-ce qu'on avait plusieurs scènes avec plein de figurants, ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais tu sais, à la base, on a Samian qui est à l'écran seul. C'est seul qui n'a pas nécessairement besoin de porter un masque pendant ce temps-là. Là, c'est sûr qu'après ça, on tombe dans tout le reste. C'est jamais des grosses scènes. Oui, l'équipe derrière est hyper protégée. Mais encore une fois, tu sais, le fait qu'on partait sur la route, on avait réussi à créer notre propre bulle aussi. Tu sais, ce qui inquiétait beaucoup l'industrie dans ce temps-là, puis même aujourd'hui, c'est à un moment donné, lorsque quelqu'un part, retourne chez lui, va au dépanneur, va faire son épicerie, rentre en contact, puis là, on revient sur un plateau, puis là, ça se propage. Dans notre cas, étant donné qu'on était rendu à Kitigan-Zibi, ben là, en principe, on était dans notre bulle, puis le petit côté campagne ou rural, le fait de s'isoler comme ça, s'assurait que les cas n'étaient jamais trop hauts. Tu sais, dans ce temps-là, on avait peut-être un cas par jour dans la région de Gatineau complète, tu sais, trois. Tu sais. Donc, ça, c'était pas nécessairement un facteur. Mais comme je disais, tu sais, tout s'alignait de cette façon-là. Puis l'autre côté aussi, c'était surtout que malgré tout, malgré cette histoire-là, le fait qu'on était isolé comme ça a permis à l'équipe de se rapprocher puis de vivre une expérience, par rapport à l'histoire, par rapport à l'équipe, puis par rapport à la région. Donc ça, c'était super pour beaucoup de gens là-bas parce que c'était, pour ils ont découvert la région de Maniwaki, ils ont découvert Kitigan-Zibi aussi. Puis, à un moment donné, il y avait un certain lien avec l'histoire et nous comme équipe. D'ailleurs, il fut un temps, on plaisantait, on disait oui, Montachi, c'est le Hollywood autochtone, parce qu'il y avait tellement de films qui s'étaient tournés là-bas. Et Manoine aussi, maintenant. Donc. Et là, on dirait que Kitigan-Zibi est en train de compétitionner, parce qu'il y a eu plusieurs films de tournée là. Le tien, puis plus récemment encore, Bootlegger. Dans la communauté, il doit y avoir, j'imagine, une certaine fierté de voir, et surtout quand c'est un gars de la place, des gens de la place, un gars ou une fille de la place qui vient réaliser des choses dans le territoire, puis avec des liens très, très concrets avec la communauté. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est le fun parce qu'il n'y a pas juste, tu sais, c'est ça, il y a Bootlegger, il y a moi avec les humains, il y a la série Pour toi Flora qu'on a tournée là-bas aussi, qu'on parlera sûrement plus tard. Il y a Abraham Côté qui vient de Kézé aussi, qui travaille chez nous, que lui a tourné
Son super beau documentaire là-bas. Donc, les gens sont rendus habitués. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est il y a un intérêt à visionner aussi par après. Donc, lorsqu'on a présenté l'Inhumain en salle la semaine passée, ben, je sais qu'il y a quand même tout à Gatineau, ben, il y a eu plusieurs gens de la communauté qui sont venus le voir. Puis même, j'ai eu la chance de présenter le film à Ottawa, au Bytown, dans sa version sous-titrée anglo. C'était une salle de 400 personnes. On l'a rempli à 300 personnes. Puis il y en avait une bonne partie de ça que c'était des membres de la communauté. Donc pour moi, pour ce film-là, j'ai pas eu de stress en tournant le film. Je suis quelqu'un qui demeure relativement pas stressé. Sauf que cette soirée-là, je vivais un stress parce que je le présentais en avant de la communauté de la famille. Puis tu veux tout le temps savoir comment ça va être reçu, puis qu'est-ce qu'on va en penser. Donc, puis aussi, comme je disais, la sensibilité du sujet, il reste que pendant tout ça, je parlais avec des aînés, puis notre conseillère linguistique, et qu'elle, c'est l'histoire du Wendigo, ça a été transmis de ses parents, ses grands-parents, puis il y avait quand même une certaine réticence à raconter cette histoire-là, qui est une autre réalité. Puis finalement, lorsqu'elle l'a vue, elle m'a félicité, puis elle m'a dit, wow, c'est vraiment super parce que c'est une des premières fois, puis c'est une dame qui est une amie de la famille dans la soixantaine, qui dit, c'est une des premières fois que je regarde un film, puis j'ai l'impression qu'il est fait pour moi. Puis pour une dame de cet âge-là, qui voit cette histoire-là transposée dans un contexte contemporain, elle trouvait ça quand même très cool. Pour moi, c'était ça. C'était comme l'espèce de saut d'approbation que je voulais là-dedans. Je sais, par exemple, Zacharias Kunuk, qui avec son fameux Atanarjuat a un peu ouvert la porte à tous les longs métrages de fiction qui ont pu suivre, parce que c'est à partir de là que Téléfilm Canada, tout d'un coup, a dessillé, puis ça a été leur coup de Damas, si je puis dire, qui les ont fait tomber de cheval, la caméra d'or qu'il était allé chercher à Cannes en 2000. Et lui, il dit toujours, je fais des films pour les gens de ma communauté. Et c'est très, on le voit d'ailleurs dans ces films où très souvent, il y a des codes qui ne sont pas évidents si on n'est pas un peu familier avec la culture inuite ou avec l'histoire du lieu, et ils ne nous donnent pas de clés. Ça demeure souvent des films qui conservent une grande épaisseur de mystère pour, j'imagine, les gens qui sont moins initiés à la culture des premiers peuples en général et à la culture inuite en particulier, et à l'histoire des Igloolik. Mais toi, tu utilises le film de genre. Déjà, toi, tu veux t'adresser au grand nombre. Et justement, tu faisais référence avec cette dame, comment tu étais content qu'elle disait, pour moi, c'est quelque chose de particulier. Et moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas c'est pas un écran à double épaisseur, les films autochtones, une partie qui s'adresse au grand public, puis une autre partie qui s'adresse plus aux proches de la communauté ou des Premières Nations en général? Oui, mais je vais revenir sur ce que tu as dit au début. Tu sais, c'est un peu la même. Pas que je prétends être Zacharias Kunuk, là. Mais à la base, tu sais, moi, je voulais faire un film qui représentait une certaine réalité que je connaissais. Tu sais, d'habitude, puis ça, c'est dans tous les films, si tu essaies d'écrire une histoire ou de raconter un film, que c'est une perspective que tu as de quelque chose que tu ne connais pas, ben ça se sent, puis d'habitude, c'est un échec. Tu sais. Donc, pour moi, je voulais représenter à l'écran plein de souvenirs que j'avais autour d'une histoire, mais il y a tellement de moments dans ce film-là que c'est des gens que je connais, des gens de ma famille, des amis de la famille, des situations que j'ai vécues. Il y a une scène dans le film que lorsque le personnage principal, Mathieu, retourne chez lui,
que sa mère lui fait son sandwich préféré, puis c'est un sandwich au cordon bleu avec de la moutarde puis des chips. Puis pour moi, ben ça, c'était quelque chose que ma grand-mère à Kitigan-Zibi nous faisait quand on était jeunes. Donc, je l'ai écrit là-dedans, pas en me disant, tu sais, je l'ai écrit là-dedans parce que ça s'est naturellement retrouvé là-dedans, parce que pour moi, c'est un souvenir qui est tellement... c'est comme si c'était arrivé hier, ça me reste à tout jamais. Puis les gens me posent la question, pourquoi c'est là-dedans? Ben ça, c'est... Tu sais, quand mes cousins ou quand d'autres gens de la communauté vont le voir, il y en a plusieurs qui vont dire, ah oui, ça, je me souviens de ça, tu sais. Puis l'affaire des chips, je me souviens, c'était mon cousin qui m'avait dit en anglais, tu sais, on avait eu notre sandwich, cordon bleu, moutarde, that's it, c'était un X, la moutarde. Puis à un moment donné, on se regardait et on se disait, est-ce que c'est bon? Puis là, mon cousin, lui, qui était plus habitué parce qu'il habitait là à temps plein, il l'ouvrait, puis lui, il mettait une poignée de chips dedans, puis il l'écrasait, puis il disait, oh, just add Indian salad, tu sais, puis c'était comme, OK, puis c'était ça, tu sais. Donc, si je reviens à ta question, ben pour moi, c'est pas, tu sais, j'ai pas écrit le film en me disant, je veux faire un film de genre autochtone. Je me suis dit, je veux faire un film dans lequel je me reconnais avant tout, qui présente une réalité puis une histoire qui me fascine. Puis ça va donner ce que ça va donner, puis je vais le faire avec le plus de cœur possible par rapport à ce que je connais le plus possible. Et finalement, dans la communauté elle-même de Kitigan-Zibi, ça a été bien reçu. En tout cas, ils ont sûrement reconnu l'Indian Salad. Oui, exactement. Oui, ça a été très bien reçu. Puis je sais que les gens qui ont travaillé dans le film ou qui jouent dans le film, j'ai deux comédiens. J'ai un comédien qui fait le père du protagoniste lorsqu'il est jeune. Que ça, c'est un ami d'enfance. Lui, il l'a vu. J'ai le petit garçon qui joue dans le film aussi, que c'est une autre personne de la communauté, de la famille est venue. Donc, tout le monde m'a félicité. J'ai reçu des messages. Puis même, j'ai entendu dire que l'école secondaire essayait d'aller voir le film en salle là, cette semaine. Mais là, il y a toute la question de la durée d'un film en salle qui vient un peu brouiller les pistes. Là. Malheureusement, le beau week-end ne nous a pas aidé en termes de box-office. Mais regarde, c'est ça qui est ça. Oui, ben, on a un festival de cinéma l'été. On sait comment le soleil peut être un concurrent redoutable. C'est ça, exactement. Il y a quelque chose aussi qui m'étonne un peu, c'est que très souvent, les films qui ont été beaucoup écrits, songés, et là, storyboardés quand même, on sent cette forme de surécriture. Je n'aimerais pas des titres, là, mais parfois, on sent que ça a été trop songé. Et comment tu as réussi? Parce que quand on voit les images, les séquences, on n'a pas cette impression de storyboard à tel point que tu me dis ça aujourd'hui. Te connaissant, ça ne m'étonne pas. Mais avec ce que j'ai vu du film, oui, ça me surprend énormément. Ben, en fait, c'est pas de le réécrire structurellement, c'est plus de le réécrire dans certains tons ou dans certaines petites choses. J'ai été très chanceux que Sonia Bandipel-Boileau, qui est ma conjointe aussi, m'a aidé beaucoup dans la scénarisation. Sonia est une scénariste incroyable, probablement après cette année, après Pour toi Flora, là, les gens vont vraiment, ceux qui ne la connaissent pas vont se souvenir de son nom. Mais juste à m'aider à comprendre comment tisser des liens entre toutes les scènes, puis d'aller chercher des petites subtilités dans l'écriture pour que tout semble encore plus vrai. Donc oui, je l'ai réécrit. En fait, je me suis rendu à une version 26 du scénario, mais encore là, j'arrive à 26 parce qu'il y a certaines scènes qui ont même été réécrites la veille de la journée de tournage, où est-ce qu'on tournait cette scène-là, parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, tu sais. Puis des fois, c'est vraiment juste tu sais,
c'est drôle, des fois, les choses semblent plus claires une journée que l'autre, puis on travaille. Puis en ce qui est du storyboard, comme je disais, c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui est très... j'adore le processus de préparation dans quelque chose, où est-ce que je me dis tout le temps, ben si tu es préparé le plus possible, puis tu arrives à un certain niveau de base par rapport à soit tournage, écriture, si tu y ajoutes généralement, tu sais si ça va être meilleur ou si ça rend pire. Tandis que c'est drôle, j'ai vu un article hier de Philippe Falardeau qui parlait de ça, le système de financement, puis souvent les scénaristes sont forcés à aller retourner réécrire juste pour réécrire, puis je suis entièrement d'accord avec ça. Tu sais, un scénariste le sait, lui, si ça a besoin d'être réécrit. Personnellement, pour moi, j'aime réécrire, ou est-ce que jusqu'au point que j'ai zéro doute que je suis rendu au bout de ma préparation. Je sais que effectivement ce dont parle Falardeau, là, je vois exactement. On sortait, on voyait le dernier film d'Apichatpong, le cinéaste Thaï. Je sortais de l'Impérial au FNC et je croise Pierre Jutras, qui est un copain qui était longtemps programmateur à la Cinémathèque québécoise, qui est maintenant en retraite et qui demeure un cinéphile aussi enragé que moi. Et j'ai dit, imagine le scénario du film qu'on vient de voir à Téléfilm Canada. Puis là, il est parti à rire en disant non, jamais, ça serait possible. Et je me souviens, en tout cas, qu'on m'avait dit, là encore une fois, je nommerai pas de nom, on m'avait dit, il faut que quand Téléfilm Canada te commande des réécritures, puis d'écrire ci, d'écrire ça, tu remplis tout ça, puis tu le fais servilement pour être sûr d'avoir tes budgets. Puis quand tu es sur le plateau, tu t'en fous complètement, sinon tu es prisonnier. Et il n'y a personne de Téléfilm qui nous écoute aujourd'hui, alors tu peux peut-être nous dire si tu as eu effectivement ce type de difficulté avec la contrainte souvent commerciale que met Téléfilm, parce que c'est aussi leur mandat, et souvent le commercial heurte le patrimonial, l'artistique, l'expression au travers des formes moins digestibles par le système de distribution. Alors, est-ce que tu as eu à jongler avec ce type de défi-là? En fait, pas avec Téléfilm, puis en fait, je vais défendre Téléfilm par rapport à ça, puis c'est vraiment plus par rapport aux cinéastes autochtones. On dirait qu'il y a, dans les dernières années chez Téléfilm, une ouverture plus grande à nous accorder un petit peu plus de latitude en termes de l'histoire à conter. Puis malheureusement, ça n'a pas été suivi dans d'autres. Tu sais, mon film a été financé par le Calque, par Téléfilm. J'ai eu la bourse du Fonds MERS, du crédit d'impôt, puis de l'argent en niche, là. Malheureusement, il n'y a pas de SODEC là-dedans. Mais tu sais, Téléfilm, eux, par rapport à tout ça, c'est qu'on dirait que les analystes de projets autochtones se trouvent souvent à avoir un membre du groupe de sélection qui est autochtone, puis qui comprend à la base certaines subtilités. Et puis, je trouve qu'on est moins porté ou moins poussé à écrire selon des guidelines qu'à, mettons, si on était peut-être dans une enveloppe francophone ou anglophone. Fait que par rapport à ça, moi, je n'ai pas eu à mouler. Par contre, mon projet a été refusé à quelques reprises à la SODEC par rapport à certains critères. Puis ce qui est drôle, c'est lorsqu'on reçoit une analyse qui vient de 3 membres, puis là, tu as un membre qui dit « Wow, je trouve ça super, c'est dans la même lignée de la prise de parole des cinéastes autochtones. » Puis tu as à l'opposé, tu as quelqu'un qui dit « Ben non, c'est pas... La structure n'est pas comme ce qu'on est habitué, il faudrait plus de ci, plus de ça. J'aimerais ça en connaître davantage. Il faudrait qu'on explique vraiment
l'histoire du Wendigo plus en détail. Puis là, tu as ton troisième membre qui est entre les deux, qui dit, garde, moi, je tente les deux. Fait que là, on est obligé de réécrire. Là, l'affaire qui se passe par rapport à ça, c'est qu'il y a tout le concept culturel, que l'histoire du Wendigo, comme que je disais, ça reste une histoire qui est encore tabou dans plusieurs communautés, qu'on n'en parle pas. Puis moi, c'est ce que je voulais m'assurer dans mon film. Mon but, c'était pas d'expliquer la légende du Wendigo en détail. La légende du Wendigo, ou ce que je connais du Wendigo, ce n'est pas une histoire de A à Z. C'est des petits bribes d'histoire ou des récits que j'ai entendus. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent, ben, tu ne racontes pas l'histoire du Wendigo. D'ailleurs, dans mon film, tu as le père qui dit, regarde, je ne sais pas ce que c'est cette créature-là ou ce que tu penses avoir vu, mais ça me fait penser à l'histoire du Wendigo parce que je ne voulais pas peinturer, de mettre ça en évidence, cette histoire-là. Sauf que là, ça leur revient à la question, à un moment donné, par rapport à des analyses de scénarios, par rapport aux cinéastes autochtones, c'est qu'on est en train de dire à une culture qui existe depuis bien longtemps comment raconter des histoires, même si c'est une partie importante de notre culture, on se fait déjà imposer par des systèmes financiers que c'est comme ça qu'il faut le faire. T'sais? Sinon, tu n'as pas accès à des sous. T'sais? Donc, tout ça, le concept de dire à un cinéaste autochtone ou scénariste que oui, c'est beau, tu peux conter ton histoire, mais il faut que tu le fasses en 3 actes, c'est complètement ridicule. Et tu sembles dire qu'à Téléfilm, on est plus sensible à cette particularité maintenant, parce qu'il faut voir que c'est une évolution relativement récente, mais qu'il y a d'autres institutions, peut-être la SODEC, ou peut-être en tout cas un jury particulier à la SODEC s'est montré là un peu moins attentif à un particularisme culturel qu'il faudrait respecter. Ben, c'est ça qui est dangereux. L'affaire qui est dangereuse, c'est que si on veut vraiment représenter la culture québécoise dans laquelle font partie les Premières Nations et les peuples autochtones, ben, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il y ait au moins un membre du jury autochtone par rapport à les films autochtones. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on déclenche des films avec des thématiques ou des sujets ou des personnages autochtones qui dépeignent une réalité qui n'est peut-être pas authentique. Puis ça peut être néfaste. Puis l'autre chose par rapport à ça, il reste qu'à un moment donné, en termes de moyens de diffusion, il y a quand même une quantité limitée d'opportunités pour un cinéaste autochtone de faire valoir ce qu'il fait. Si cette place-là est prise par quelqu'un, par une voix qui est non autochtone, ben là, on barre la porte à quelqu'un qui est autochtone. Puis là, on tombe dans toute la discussion de souveraineté narrative et tout ça, que j'aime ça parler, parce qu'il reste que quelqu'un qui habite dans une communauté qui veut raconter un film, il n'ira jamais conter l'histoire d'un Blanc à Montréal, tandis qu'un Blanc à Montréal va, lui, souvent, aller conter cette histoire-là d'un Autochtone en communauté parce qu'il pense qu'il connaît ce que c'est cette réalité-là. Oui, effectivement, c'est toute la notion, moi je ne dis pas appropriation, je dis d'accaparation culturelle, où dans le fond, l'instance narrative doit toujours être du côté dominant. Effectivement, c'est heureusement d'ailleurs, il y a les longs métrages faits par des Autochtones en sont une illustration éloquente maintenant. C'est de plus en plus, on se rend compte qu'effectivement, quand quelque chose est fait du point de vue quelqu'un qui a les 2 mocassins dans la communauté, ben, tout d'un coup, le propos et la facture et la sensibilité et le message, entre guillemets, là, de l'œuvre change complètement pour le mieux, d'ailleurs, parce qu'on découvre des perspectives puis des horizons qui autrement ne seraient pas présentes sur les écrans. Non, effectivement. Puis, tu sais, j'ose croire que les choses changent. Tu sais, il y a des films qui ont peut-être été financés il y a 5 ans qui ne se feraient pas aujourd'hui. J'ose croire que c'est comme ça. Sauf qu'il faut en être conscient aussi, tu sais.
Oui, et je pense qu'il faut être vigilant. Faut rester vigilant par rapport aux droits. Hein. Quelqu'un, je voyais, bon, il y a tout le débat sur les droits de reproduction qui est reparti aux États-Unis, puis je voyais quelqu'un citer Simone de Beauvoir, disant attention, les droits des femmes peuvent être reconnus, mais il faut rester vigilant parce qu'il peut être effacé très rapidement. Et je pense que c'est vrai, parce que toi et moi, je pense qu'on est assez on a assez de cheveux blancs ou gris pour savoir que les progrès qu'on vit maintenant sont relativement récents et il faut être vigilant parce que de fait, les reculs, ça peut arriver vite aussi. Une dernière question peut-être sur le Wendigo, c'est la direction d'acteur qui était aussi quelque chose de nouveau pour toi. Et là aussi, ça semble être tout naturel, tout baigne dans l'huile. Il faut dire que Samian a beaucoup de talent, mais on sait qu'il faut aussi qu'il soit dirigé, inspiré. Ça prend le souffle de la réalisation derrière. Et là aussi, je serais curieux de voir comment toi, tu as pris ça en main finalement. Ben, en fait, en partant de l'étape de la scénarisation, j'ai toujours vu Samian comme étant le personnage principal. Je m'attendais... tu sais, on avait vu Samian dans d'autres choses. Il y avait déjà un talent là. Mais de l'avoir comme le personnage principal, je m'attendais à avoir beaucoup plus de direction d'acteur à faire. Sauf que le rôle reste quand même quelque chose qui n'est pas trop lointain. Il y a des termes là-dedans que je me suis dit, il peut sûrement se reconnaître. Mais Samian, c'est quelqu'un d'un très grand talent. Puis on l'a vu là, dans la série qu'il a fait à l'essai. Quand il est arrivé sur le plateau puis qu'il était là, honnêtement, là, j'ai zéro mérite parce que Samian s'est livré à ce rôle-là, donnait ce qu'il avait à donner, jouait exactement de la façon que j'avais envisagé. Donc, oui, il y avait des ajustements ou des petites choses comme ça, mais la direction d'acteur, il n'y en avait pas une tonne. C'est quelqu'un qui est très agréable à travailler avec et tu ne vis pas le bagage que tu aurais à vivre avec certaines vedettes non plus. T'sais. Donc, c'était vraiment, lui, il avait une minutie de qu'est-ce qui se passait, de tout ça, mais il n'y avait pas de questionnement par rapport à ben, pourquoi je fais ça ou ça, il l'a fait lui-même, là, et même il y a une scène qu'on voit dans la bande-annonce lorsqu'il se réfugie dans le petit chalet, là, dans le petit camp de chasse, que je trouve que c'est pour moi, c'est sa meilleure scène, là, parce que de jouer la peur, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Puis ça, il l'accomplit tellement bien. Oui, mais j'imagine qu'aussi dans ses racines à Picogan, la peur du Wendigo est là aussi, la crainte est là aussi. Parce qu'on a beau dire c'est une joke, on sait qu'il y a du monde qui prennent ça bien au sérieux et sachant que des gens prennent ça au sérieux, on est quand même pas trop sûr de nous-mêmes quand on rit. Hein. Effectivement, cette sensibilité-là, mais je pense aussi, j'imagine que si déjà dès l'étape de scénarisation, s'il est impliqué, il a pu déjà lui-même construire le personnage en fonction de toutes les informations qui lui arrivaient. Et ça l'a pu percoler un certain temps, puis constituer une sorte de travail préparatoire avant d'arriver sur le plateau de tournage. Ben, je parle, honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel... Tu sais, c'est sûr qu'une fois qu'on a eu le go qu'on était pour faire le film, c'est là qu'il a fait « OK ». Parce qu'il reste que le film tel qu'il est présenté, lorsque tu lis sur le scénario, avec qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qu'on est habitué de voir,
suis pas sûr qu'ils pensaient qu'on y arriverait à un certain moment donné. Parce que c'est tellement loin de qu'est-ce qu'on est habitué de faire que là, à un moment donné, peut-être qu'il a attendu que je le confirme officiellement. Tu sais. Et d'ailleurs, le personnage, ça aussi, c'est intéressant parce que, bon, on en connaît un médecin autochtone fameux, mais effectivement, il y a là un rôle possible, oui, parce que des Autochtones qui étudient puis qui se retrouvent neurochirurgiens, physiciens, scientifiques, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Et c'est trop rare d'ailleurs. On sait qu'on a un grand déficit de ce côté-là collectivement. Alors, c'est un rôle qui n'est pas vraiment stéréotypé, en tout cas loin de là. Et il est aussi, c'est à la fois intéressant, mais c'est pas simple non plus. Parce que quand tu veux jouer un rôle non stéréotypé, tu n'as pas de repère comme tel. Il faut inventer. Et inventer, ben, c'est intéressant, mais c'est périlleux aussi. Oui, non, ben c'est ça. Mais je pense que, tu sais, c'est une des choses que j'ai eu des discussions avec différents diffuseurs sur la question de du personnage autochtone à l'intérieur d'une série, puis à un moment donné, ou même avec des comédiens, où est-ce qu'ils me disaient, ben, je me fais tout le temps pitcher le même genre de personnage stéréotypé, comme tu dis, l'itinérant, la travailleuse, la rue, des choses comme ça, qu'à un moment donné, on aimerait ça avoir d'autres type de personnage. Il y a la série Épidémie qui avait, il me semble que c'était une recherchiste ou une médecin aussi qui était inuit, qui était comme un pas dans la bonne direction, je trouve. Mais de plus en plus, c'est ça, je pense que les comédiens revendiquent, c'est que, regarde, on n'a pas le choix de prendre les rôles stéréotypés parce qu'on veut travailler, mais à un moment donné, ben, un rôle qui aurait été peut-être anticipé pour quelqu'un que le directeur de casting ou le réal ou le producteur voit comme étant, ben là, je vois quelqu'un alloctone, ben qu'on mette quelqu'un d'autochtone une fois de temps en temps dans ces postes-là, ça serait l'idéal. Puis je pense que c'est ce qu'à ce que la communauté autochtone aspire aussi ou espère qu'il va se passer. Donc pour moi, ben, par rapport au personnage, je voulais quand même un personnage qui, pour justifier le fait de son départ, il y avait tout l'angle par rapport à l'histoire de mettre quelqu'un qui est impliqué du côté médical au sommet d'une carrière, mais qui a quand même qui a à s'investir par rapport au côté neurologue, qui apporte des questionnements par rapport à lui, ce qu'il vit et tout ça. Donc, c'est pour ça que le personnage avait été fait comme ça. Tu sais, je voulais pas non plus que mon personnage principal soit un agent d'immeuble, ce qui aurait très bien dégagé aussi à l'intérieur de cette histoire-là. Mais ça, je trouvais que c'était stéréotypé un agent d'immeuble. Tu sais? Fait que, donc, c'est pour ça que je l'ai mis comme neurochirurgien. Est-ce que ça aurait pu être indiqué, genre, le premier neurochirurgien Anishinaabe? Oui, ben, c'est pas mon genre de le mettre super en évidence. Tu sais, moi j'aime l'histoire de faire que c'est un personnage autochtone ou Anishinaabe dans une histoire Anishinaabe, mais que ça reste dans une histoire de tranche de vie. Tu sais, qu'on ne met pas trop partout, qu'on droppe le côté autochtone avec des subtilités. Tu sais. Fait que même chez lui, dans le décor, il y a une certaine subtilité, si on regarde, qui représente beaucoup le côté d'une maison d'un autochtone en milieu urbain. Tu sais, il y a des œuvres d'art, il y a des petites choses. Fait que c'était plus de ce côté-là. Tu sais. Ça permettait aussi sur le plan allégorique d'opposer tout l'univers très aseptisé avec tous les instruments spécialisés
au territoire où là, les bactéries et tout ce qui est vivant prolifèrent avec beaucoup de bonheur. Alors, c'est intéressant d'avoir ces deux pôles opposés dans la narration comme telle. Oui, non, c'est exactement ça. Puis je pense que c'était ça l'espèce de point tournant dans l'histoire lorsqu'on part du milieu urbain à le côté rural ou aller sur le territoire. C'est là qu'on voit vraiment la différence, puis qu'on comprend mieux le personnage comme tel, qui passe un peu du personnage froid, puis de la découverte pourquoi il est comme ça, à arriver au lieu où est-ce que lui a grandi, puis qu'on voit ce côté-là. Pour moi, c'était ça qui était important. Tu sais, comme je disais tantôt, pour moi, la maison dans le film des parents, ben c'est pareil comme la maison de ma tante, qui avait ce papier noir-là, qui n'avait jamais réussi à faire le recouvrement parce que ça ne la donnait pas, ou c'était peut-être par défaut de sous, mais ça restait comme une partie de ma tranche de vie lorsque j'étais jeune. Tu sais. Les meubles, le décor, comme je disais, c'est tous des souvenirs d'enfance. Alors, il faut courir. Alors, on le dit à tout le monde, il faut courir, aller au cinéma, voir sur grand écran, parce que ça vaut le coup de le voir sur grand écran. Magnifique prestation de Samian. Un film bien enraciné et dans une communauté autochtone, mais avec un message bien développé qui touche à l'universel. Hein. C'est Vigneault qui disait, c'est quand on est proche du grain de sable qu'on touche le mieux à l'univers. Alors, bravo pour ce film. Mais là, je voudrais qu'on parle aussi de Niche Média, parce qu'avant de faire ton long métrage, il y a eu tout un travail de production à Niche. D'ailleurs, on a eu une discussion avec Sandre et moi. Moi, je disais, Niche, ça veut dire deux. Donc, le fait que deux conjoints fondent une maison de production ensemble, on l'a appelé Niche. Mais Alexandre m'a dit non, il dit dans des conversations là, argotiques, niche, souvent on dit ça pour Anishinaabe, c'est comme un raccourci. Alors on s'est demandé quelle était la bonne interprétation. Oui, ben en fait, c'était celle que Alex disait. Tu sais, entre gens Anishinaabe, des fois, lorsqu'on parle, on se pose des questions. C'est qui cette personne-là? Est-ce que tu le connais? Puis là, comme entre amis, tu sais, en anglais, on va dire Yeah, I know who he is. He's Nish from d'une certaine communauté. Tu sais? Donc c'était dans ce terme, c'était dans ce sens-là que j'avais créé Niche Media, que c'était vraiment le diminutif de Anishinaabe. Oui. Mais là, avec ta conjointe dans le décor, il n'y a pas un mot Mohawk qui s'est rajouté. Non, regarde, disons que le brand existe, il est solide, fait qu'on ne le modifie pas. Là. C'est drôle parce qu'il y a eu une discussion à un moment donné, tu sais, par rapport à d'autres entreprises qui disaient Ah, ben, tu sais, nous autres, on vit souvent, on va faire ce qu'on appelle un rebrand ou de trouver un nouveau nom à quelque chose qui existe. Puis là, on me posait la question si j'allais faire ça. J'ai dit, ben non, voyons donc, ça nous a pris tellement de temps à bâtir puis à avoir une certaine... Pas que je vis pour une notoriété, là, mais regarde, les gens savent qui on est maintenant, que je ne voudrais pas changer ça. Tu sais. Puis il n'y a rien de mal non plus avec ce qui est là, ce qui perdure là, non plus. Là. Voilà. Puis, si jamais tu es critiqué, ben, tu peux toujours prendre mon interprétation puis la mettre de l'avant. Oui, exactement. Alors, parle-nous parce que là, écoute, c'est incroyable. On va demander aux gens d'aller voir sur le site web de Niche Média, N-I-S-H, googlez, puis vous allez trouver rapidement. C'est des séries télé, c'est des documentaires. Il y a énormément de choses qui se sont faites. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de productions jeunesse. Et je me souviens quand j'ai été pendant quelques années dans les débuts au conseil d'administration de la PTN et il y avait beaucoup de discussions. Et je sais que cette priorité jeunesse est importante parce qu'on disait qu'il faut
offrir une image moderne, contemporaine de l'identité autochtone, c'est important, parce que sinon, c'est à cet âge-là qu'on les perd, là, entre 16 et 20 ans. Et je vois plein de trucs sur l'éducation, le sport, les arts, mais au travers le prisme, à travers l'angle de la jeunesse qui s'implique. Je pense que ça a été vraiment quelque chose qui a été pris en compte énormément chez vous, non? Oui, ben en fait comme je disais tantôt, je suis devenu producteur plus par nécessité, si on veut, ou pour essayer d'arriver à combler un manque ou un vide qui existait. À mes débuts, j'ai travaillé j'ai parti vraiment du plus bas, là, comme coordo de production, après ça, directeur de prod, après ça, producteur délégué. Mais finalement, lorsque je suis retombé à mes racines de vouloir scénariser, réaliser, bien, je me suis trouvé dans une position où est-ce que j'avais conçu une idée, j'avais réussi à avoir du financement dans PTN, puis finalement, par le temps que tout le processus se termine, je trouvais que je m'étais fait avoir du côté business, là, si on veut, le côté. Puis je m'étais dit, garde, non, il ne faut plus que ça arrive, ça. Puis d'un autre côté, c'est que je m'étais fait avoir, puis le projet que j'avais conçu, écrit, avait pris un angle que je ne voulais pas. Puis c'était à cause à un moment donné, à cause du côté production, tu es à tes débuts, regardes, si un producteur te dit de changer des choses, tu n'as pas nécessairement le choix. Mais c'était sa vision de comment cette histoire-là devait être racontée, puis je trouvais que c'était pas la bonne vision culturelle de cette chose-là. Fait que finalement, c'est là que Niche est parti. Puis par la suite, ben, une fois qu'on a commencé Niche a commencé à cause d'un championnat de hockey, en fait. On nous avait demandé de faire la captation en direct d'un championnat de hockey. Puis suite à ça, ben, on avait commencé à concevoir d'autres émissions. Puis moi, je me suis posé la question, quelle sorte d'émissions que je voudrais faire? Ou quelle sorte d'émissions qui me plairait le plus, puis qui me motiverait le plus. Puis ça a tout le temps été des émissions jeunesse. Puis le sport, c'est quelque chose pour moi qui est important, qui a toujours été important. Puis c'est quelque chose qui reste, qui unit beaucoup des communautés, que ce soit le hockey, que ce soit, mais encore une fois, mes meilleurs souvenirs à Kitigan-Zibi, c'était de jouer au hockey-ball dans le stationnement du conseil de bande. Les dimanches soirs, c'était une activité qu'on faisait. Ou c'était des compétitions comme ça ou des choses de sport. Fait que ça a tout le temps été comme ça. Puis, je trouvais que peut-être certaines autres histoires que je n'étais pas nécessairement la meilleure personne pour les raconter. Donc, je restais un petit peu plus loin de ça. Parce qu'il reste que même dans ces temps-là, ben, je scénarisais tout le temps une histoire où je concevais l'émission, puis après ça, on répartissait à d'autres réels, aux scénaristes. Donc, c'est ça. Donc, on misait beaucoup sur la jeunesse, puis aussi une représentation positive à motiver les jeunes. Fait que c'est pour ça qu'on avait fait beaucoup de profils d'athlètes ou d'Olympiens autochtones. On faisait beaucoup On avait fait une série qui était vraiment pour des jeunes de bas âge. Mais qui représentait aussi une certaine réalité de communauté sans que ça soit peinturé, encore une fois. Mais il y avait des aspects, on amenait des différentes langues là-dedans, ce qui était intéressant aussi. Puis juste en espérant donner un sentiment d'appartenance par rapport à ce qui était vu à la télé. Donc, c'était ça au début, une niche. Puis là, finalement, au fur et à mesure que ça a grandi, ben là, c'est devenu autre chose. On a tombé dans la fiction, dans les longs métrages. On a quand même fait des choses qui étaient plus, j'imagine, comme tout, on se trouve à grandir avec ce qu'on produit ou ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire. Puis là, c'était plus des aspects. Dans les dernières années, on s'est trouvé à vouloir faire un portrait ou examiner des réalités autochtones, des différents peuples autochtones, lorsqu'on découvre que des fois, c'est les mêmes obstacles, les mêmes embûches. Donc, on est allé vers là, mais il reste qu'on conçoit quand même certains
certaines choses éducatives pour la jeunesse autochtone maintenant. Je me souviens aussi à l'époque où on avait ces discussions-là au conseil, les gens, il y avait toute une école qui disait faut faire une sorte de CNN autochtone et être basé au Manitoba avec des reporters, donc plus un réseau d'information. Et l'autre école, dont j'étais d'ailleurs, c'était qu'il fallait encourager, en donnant du temps écran, en ayant des contrats avec des boîtes de production, encourager une infrastructure d'une industrie audiovisuelle autochtone, ce qui permettait d'ailleurs d'aller chercher des fonds ailleurs, notamment au Fonds du développement des médias et autres crédits d'impôt qu'on peut aller chercher quand on est producteur télé. Et les gens disaient, oui, mais regardez, ceux qui s'objectaient disaient, il n'y en a pas de maisons de production autochtone, mais il n'y en a pas qui sont reconnus. Et c'est là qu'on a dit, au début, il faudra forcément donner des contrats à des maisons de production non autochtones, mais ils devront être liés. Il faudrait être attentif et vérifier, être sûr qu'il y a des Autochtones qui se sont formés, qui vont aller vers, par la suite, une véritable autonomie avec leur propre maison de production. Tu as vécu cette étape-là qui n'a pas toujours été réussie. Hein? Des fois, ça a marché, d'autres fois, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut considérer que, dans le cas de Niche Media, ça a certainement fonctionné, mais j'aimerais que tu nous en parles un peu de ce tournant-là. Oui, bien, tu sais, c'est ça. Ça, c'était en plein quand je commençais dans le milieu, parce qu'effectivement, tu sais, mes premières embauches étaient liées à des émissions qui étaient sur APTN par un producteur non autochtone qui avait besoin de quelqu'un d'autochtone sur l'équipe. Puis à un moment donné, le travail consistait à, oui, aider avec ça, mais tu étais là un peu aussi pour guider en général la prod. puis c'est bien correct. Puis ça, je le dis souvent qu'APTN a indirectement géré ma carrière dès les débuts à cause de ça, à cause qu'on recommandait ça. Je pense que malheureusement, il y a lorsqu'on regarde le reste du pays par rapport au Québec, il reste que le Québec stagne encore face à ça, face au développement de talents autochtones. Puis c'est encore difficile de trouver pourquoi ou s'il y a plus de travail de terrain à faire. Il y a des initiatives qui existent, qu'on connaît tous, qui tentent d'aider, mais il manque un tremplin entre, admettons, l'espèce d'initiation au domaine, puis d'y arriver à être professionnel, puis à découvrir ce milieu-là. Si on le regarde dans le reste du Canada, où est-ce qu'on est rendu à au-dessus d'une centaine de producteurs autochtones avec tout genre d'émissions, aller de la dramatique à du variété, à même, comme on dit en anglais, là, du game show, là. Tout existe. T'sais? Mais ça, c'est parce qu'il y a une volonté par rapport peut-être à l'extérieur de développement. Disons qu'il y a eu, je le dis souvent, la différence entre un producteur autochtone puis un producteur non autochtone qui embauche des autochtones, c'est que l'effort est encore plus là du producteur autochtone parce que c'est lui qui signe les chèques de paye. Puis à un moment donné, nous, on aspire beaucoup plus à avoir une équipe ou des éléments bien importants autochtones que quelqu'un qui le fait parce qu'il se fait dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autochtone. Puis, fait que ça, c'est la réalité. Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas assez de producteurs autochtones au Québec, c'est sûr qu'on va quand même tirer de la patte. T'sais. Puis, à un moment donné, il va falloir trouver peut-être d'autres leviers financiers pour aider ça. C'est sûr, peut-être un crédit d'impôt supplémentaire ou un programme qui aide à la bonification de salaire. On a tout passé, je parle à d'autres collègues producteurs autochtones au Québec, puis on comprend la réalité de formation, que lorsqu'on forme quelqu'un, ben, la réalité demeure que c'est pas tout le monde
que ça fonctionnera pas pour tout le monde. Mais une fois de temps en temps, on a quelqu'un qu'on développe puis qui continue à œuvrer dans le milieu. Puis il faut se l'obliger de travailler de cette façon-là là aussi. Oui, puis en même temps, c'est toute la question de la relève de tout le leadership culturel qui se pose partout, à tous les niveaux, mais dans le monde autochtone, effectivement, de façon plus aiguë, et notamment au Québec. Mais il faut dire qu'on repartait de plus loin aussi, parce que quand on disait, je me souviens, il n'y a pas de producteurs autochtones, ceux qu'on nommait étaient tous à l'extérieur du Québec. Il n'y en avait vraiment aucun au Québec, alors que déjà, il y avait quand même des embryons, puis des gens qui avaient de l'expérience ailleurs au Canada, alors qu'au Québec, il n'y avait rien du tout. Et là, maintenant, on a quand même des boîtes comme Niche, comme Wabanok et d'autres qui quand même assument un rôle important. Et d'ailleurs, j'aimerais ça, comme producteur là, à Niche, c'est quoi le projet qui te rend le plus fier là, quand tu regardes en arrière de toutes ces années-là? Bien, j'aimerais bien dire, je suis quelqu'un naturellement qui croit dans un processus qu'on n'arrive pas, tu sais, que chaque chose que tu fais te permet d'aller à rehausser ton prochain projet. Puis dire. Donc, le projet avec lequel que je suis plus fier est le prochain. Fait que pour moi, pour toi, Flora, c'est vraiment, on est rendu au maximum de nos capacités, puis ça va se refléter dans cette série-là, qui est la première série dramatique francophone, 100% autochtone à avoir été fait au pays, qui est sur les pensionnats, qui est ce qu'on appelle là, la série lourde, là, gros budget, puis qui a été livrée, puis qui a été tous les aspects de cette série-là. Pour moi, j'en suis extrêmement fier du côté production, du côté équipe, du côté récit, scénarisation, réalisation. C'est de la grosse télé. Puis c'est drôle parce qu'on a présenté les visuels ce matin. Puis la raison pourquoi on est rendu là, c'est à cause de notre dernier 15 ans. Là. C'est les trois longs métrages qu'on a fait, c'est les séries documentaires qu'on a fait, c'est ça. C'est le summum de tout ça. Là. Tout ça placé ensemble, je dirais, qui fait qu'on était rendu là. Ben oui, il faut mentionner quand même des longs métrages importants. Le DEP, Rustic Oracle, qui ont été réalisés par Sonia Bonspil-Boileau, qui est ta collègue aussi, à Niche Média, et qui a accompli des points importants aussi avec les longs métrages qu'elle a menés à l'intérieur de la boîte, et qui sans doute, justement, comme tu le dis si bien, ont pavé le terrain pour la série qui vient. À toi, Flora, est-ce que c'est bien ça? Pour toi, Flora. Pour toi, Flora. Pour toi, Flora, oui. Alors, c'est une série, déjà, on sait qu'à Ganawagé, Tracy Deer avait fait une série Mohawk Girls à partir de son expérience documentaire. Elle aussi, elle a pu plonger dans la série et les fictions. Mais évidemment, c'était fait dans un milieu anglo. Mais là, dans un milieu francophone, peux-tu nous en dire un mot de cette série, de ce qu'on va voir? Ben, en fait, c'est une série qu'on a commencé Sonia a commencé à écrire en 2017. Puis c'était au moment où est-ce qu'il y avait une prise de conscience par rapport à termes de programmation ou d'émissions autochtones à la télé au Québec. On disait, ben regarde, il n'y en a pas assez. À part APTN, oui, il y avait des choses sur APTN, mais les autres diffuseurs québécois n'avaient pas vraiment grand-chose. Puis nous, on était rendus au point qu'on voulait faire de la dramatique. On l'avait fait avec le DEP, puis
Pas qu'on s'attendait à faire une série tout de suite, mais on le savait que c'était un processus d'écriture avant et tout ça. Donc, on avait lancé l'idée à Radio-Canada, André Berroux et son équipe, qui est chef de la dramatique. Puis finalement, tu sais, c'est ça, c'est l'histoire de survivants de pensionnat. Puis André nous avait dit, il dit, je suis tellement heureux parce que c'est pas le genre de projet que nous, on aurait considéré faire avec une boîte non autochtone. Alors, on va vous laisser travailler, on va vous accorder des sous en développement pour écrire un peu, pour qu'on travaille avec ça. Puis comme je disais tantôt, Sonia a eu la chance de vraiment développer son art en termes de scénarisation. Donc, je pense que lorsqu'on a livré les premières versions, Radio-Can était surpris, pas surpris, mais ont vécu une espèce de déclic de voir la sincérité, l'authenticité derrière ce récit-là, qui était l'histoire racontée de la perspective autochtone, puis qui faisait comprendre les enjeux de ça puis les impacts. Puis de là, on a continué pour y arriver avec une série qui était incroyable sur papier. Puis même, tu sais, on avait eu la directive de Radio-Canada qui nous disait « Wow, ce qui est écrit... » Oh. Ah, je viens de vous perdre. Oui, ben c'est qu'il y a un problème de connexion. On perd des bouts de ce que tu dis. Ah, OK. Alors, donc, je pense que ça va peut-être se rétablir. Je pense que ça s'est rétabli parce que pendant moins 30 secondes, il y avait des coupures. Parfait. Alors, prise 2. Oui, donc c'est ça. Donc, Sonia a eu, tu sais, on a travaillé les scénarios. C'est un 6 fois 1 heure. Puis on est arrivé à la fin avec un scénario tellement fort puis tellement incroyable, mais la commande était grosse par rapport à ce qui était sur papier. Mais Radio-Can, on dit, garde, on n'a pas le choix d'aller de l'avant puis de l'essayer. Puis, garde, on voit ce qui est sur papier. Si vous réussissez à accomplir même une bonne partie de ce qui est sur papier, la série va être marquante. Puis finalement, Sonia est arrivée, c'est elle qui le réalise, a réalisé de quoi de tellement touchant, tellement beau, tellement vrai, tellement sincère, que tout le monde qui l'a regardé n'en reste aucunement indifférent. Tout le monde, alloctone, autochtone. Nous, on avait conçu cette série-là, on l'avait écrit en partenariat avec des survivants qui nous parlaient de leurs histoires, puis de tout ça, puis Sonia a vraiment réussi d'accomplir quelque chose de remarquable là-dedans. Puis là, en tournage, elle termine, on met cette émission-là ensemble avec des non-comédiens, des enfants. Puis c'est revenu comme étant quelque chose d'incroyable. Puis là, comme je dis, je pense que c'est le 15 ans d'effort qui nous a permis d'arriver au bon moment avec ce projet-là, puis capable de l'accomplir. Parce qu'il reste que on aurait pu nous dire, regarde, étant donné que vous n'avez pas d'expérience de série lourde, on aimerait que vous trouviez un espèce de partenaire pour vous aider là-dedans, mais on nous a fait confiance, Radio-Canada, de le faire nous-mêmes. Puis en réalité, ce projet-là, si on trouve un partenaire non autochtone, ne se fait pas. On n'y arrive pas. Parce que tout le concept de tournage en communauté, le côté culturel, l'importance d'avoir des aînés sur le plateau, l'importance d'avoir du support psychologique, l'importance de quand on tourne dans une communauté, ben, il reste que c'est un happening. Et lorsqu'on nourrit l'équipe, c'est normal qu'il y ait des membres de la communauté qui viennent dîner. Ça, un producteur non autochtone ne comprend pas ça. Puis ça peut causer de la friction. Donc, tu sais, on arrive, on le termine, c'est une série incroyable qu'on a tellement hâte de présenter. Puis en bout de ligne, c'est une très bonne série. Donc, on espère bien que ça va changer des choses. Puis, avant tout, c'est une histoire qui donne une voix aux survivants, qui tente de faire comprendre beaucoup de choses à beaucoup de gens.
Puis à la base, le grand-père de Sonia a vécu en pensionnat, donc c'est adapté sur sa vie, mais c'est aussi la voix que tellement de gens n'ont pas eu la chance d'avoir. Puis, donc, c'est ce qui est important là-dedans aussi. Oui, mais je trouve ça tellement formidable. Si je me rapporte 15 ans ou 20 ans en arrière, si quelqu'un nous eût dit un jour, Radio-Canada va avoir une grande série dramatique avec une maison de production autochtone, on aurait dit « Ouh, on ne voit pas ça venir. Hein? » Et maintenant, c'est là. C'est sûr qu'il y a, en tout cas, il y a vraiment eu des grands développements ces dernières années. Et puis, on parlait justement de la diversité des interventions et je m'en voudrais de ne pas en parler. Vous avez fait aussi de la télé-réalité avec Premier Contact, là. Alors, ça, c'est maintenant qu'on peut le voir, c'est sur les ondes. En tout cas, je sais qu'Alexandre a trouvé le moyen de le voir sur son écran. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette série-là aussi. Oui, ben en fait, Premier Contact, c'est très drôle. En fait, cette histoire-là, cette série-là avait été une commande. On nous avait parlé, Canal D nous avait approché pour potentiellement en faire une série avec APTN. Donc, un partenariat entre Canal D et APTN. Mais il reste que Premier Contact, le format, le concept de cette émission-là, c'est un concept qui existait en Australie, qui avait été fait en Australie. Puis, il y avait une compagnie, la maison de prod d'APTN dans l'Ouest, à Winnipeg, avait fait la version anglophone. Donc, ils ont fait 2 saisons. Puis, ça l'avait quand même suscité beaucoup de débats. Puis, c'était tellement un sujet polarisant en termes de... Faudrait peut-être expliquer c'est quoi le procédé, parce qu'il y a peut-être des gens... Oui, ben c'est ça. Fait que Premier Contact, en réalité, si je ramène ça à la façon la plus simple, c'est qu'on prend 6 personnes avec des préjugés assez forts, bref, je ne veux pas dire racistes, envers les peuples autochtones, puis on leur fait vivre une vraie immersion en communauté ou à rencontrer des gens autochtones pour peindre un portrait des réalités qui existent. Donc, ça avait été fait dans le Canada anglais pendant 2 saisons, puis ça avait suscité des grands débats, comme je disais, puis ça avait aussi suscité différentes perspectives là-dessus, autant du côté autochtone que non autochtone. Donc, il y avait des gens autochtones qui disaient ben, on n'a pas besoin d'entendre ces propos-là, ces préjugés-là, parce qu'on le sait déjà. Tu sais? Puis, tu avais d'autres gens autochtones qui disaient garde, je suis content qu'ils soient venus parce qu'au moins, on a pu se parler honnêtement, dans les yeux, de qu'est-ce qui nous bug. Puis, du côté alloctone, ben, il y a des gens qui disent ben là, c'est pas si pire en termes de racisme ou de préjugés. Puis il y avait d'autres gens qui disaient ça fait du bien d'avoir cette série-là parce que maintenant, je comprends certaines choses. Fait que ça apporte toutes sortes de dialogues, puis à la base, c'est ce qu'on veut. Fait que nous, lorsqu'on nous a approchés pour faire ça, on a décidé, regarde, oui, je trouve que ça vaut la peine parce que, tu sais, moi, dans mon cas, comme je dis, mon père est autochtone, ma mère est québécoise, puis regarde, j'ai de l'air de ce que j'ai l'air. Fait que des commentaires, des préjugés, j'en ai entendu par beaucoup, par des gens qui ne croyaient pas que j'étais autochtone ou qui disaient des affaires. Donc tu sais, ce qui est représenté dans cette histoire-là. Puis c'est sûr qu'à la base, il y a beaucoup de Québécois qui vont dire regarde, moi, je ne suis pas raciste, sauf que, ou regarde, je n'ai pas de préjugés, mais pourquoi tu ne payes pas de taxes? Tu sais? Puis là, de démystifier ça ou certaines affaires. Ouais, OK, mais pourquoi que les gens. Tu sais, je peux-tu te parler à toi parce que quand on me voit, on se dit ah, ben, regarde, je vais poser des questions parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Tu sais, je l'ai entendu, ça. Fait tu sais, je voulais pouvoir présenter cette histoire-là, puis cette réalité-là, puis de peindre le portrait. Puis il reste que, comme je dis, il y a beaucoup de Québécois qui ont quand même des questionnements face à ça, mais qui ne veulent pas le dire. Donc, si la série permettait à répondre certaines questions ou mettre la pendule à l'heure sur d'autres choses, ça valait la peine de le faire. Donc, la série a été faite. On a pris nos 6 Québécois. Ils ont passé du temps en Abitibi, sont allés à Montréal pour aller à Wemantashi, à descendre à Trois-Rivières. Donc, c'était quand même
c'est un parcours de 18 jours. Ils ont rencontré toutes sortes de gens, toutes sortes de situations différentes, avec un vécu différent, mais je trouve que ça l'a bien peint le portrait. Il y a des gens qui ont compris dans nos participants certaines choses, il y en a d'autres qui n'ont rien compris, mais ça reste ça. Je trouve que c'est un bon portrait de la société. Tu sais? Puis, de prétendre aujourd'hui qu'on a un gouvernement qui dit que le racisme systémique n'existe pas, je trouve que c'est la preuve encore qu'il y a du chemin à faire. Puis même lorsqu'on regardait, là, je vous le dis, là, de gérer nos médias sociaux en conséquence de ça, nous, on croit beaucoup que si c'est un débat ou s'il y a des discussions, si ça reste, si ce n'est pas des attaques personnelles, on va laisser les choses aller parce que ça fait partie du processus. Mais des fois, c'était proche. C'est encore proche. Que des gens attaquent ou des gens comme ça. Donc, encore une fois, il y a du travail à faire, mais je pense que les gens, il y a une ouverture d'esprit qu'on est rendu là où est-ce que les gens veulent se parler. Oui, puis déjà, il y a au moins 8 personnes qui, même malgré leur barricade intérieure, ont quand même accepté d'embarquer dans le processus avec les risques que ça comportait pour leur propre image aussi. Oui, puis ça, je l'ai dit, moi, je lève mon chapeau à ces gens-là parce que c'est pas n'importe qui est prêt à aller en avant de la caméra puis dire des choses comme ça. Puis tu sais, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que il reste qu'il y a beaucoup de Québécois qui disent, bon, ben, ah oui, moi, j'ai pas de problème avec les Premières Nations, je les adore. OK, oui, sauf que c'est quand la dernière fois que tu es allé dans une communauté, puis ils vont dire, ah, voilà 8 ans. Ben là, c'est sûr. Facile de dire. Ça. Ben c'est ça, c'est sûr que tu n'as rien contre les communautés parce que tu ne les fréquentes pas. Ou c'est sûr que tu ne connais pas les communautés, tu ne les fréquentes pas. Donc, c'est facile de dire, ah oui, ben moi, je n'ai pas... OK, parfait. Mais si on veut vraiment vivre ensemble, il faudrait commencer par vivre ensemble. C'est souvent ça, d'ailleurs, les genres de commentaires que je recevais, des préjugés. C'est souvent une période dans les années 80. Tu sais, mettons, les gens qui disaient qu'ils sont allés voir la Manoine. On ne dit pas la Manoine, d'ailleurs, c'est Manoine. Puis, ce que j'entendais souvent, c'était genre, OK, ils faisaient brûler, il y a une petite famille qui faisait brûler leur balcon parce qu'ils ont besoin de bois de chauffage. On est autour d'une forêt, je pense qu'on peut se trouver la forêt. Mais c'est souvent ces préjugés. Puis c'est dans les années 90, une période où est-ce que c'était vraiment bordélique à Manoine. Fait que en 2020, ça ne ressemble plus à ça. Je trouve ça drôle des fois avec les préjugés. C'est souvent des gens qui sont restés, qui sont allés à Manoine il y a longtemps. Fait que c'est la seule chose qu'ils ont comme référence, c'est d'un souvenir d'il y a 20 ans. Non, c'est ça. Et c'est vrai, puis non, c'est un souvenir qui est de 20 ans ou c'est une notion qui reste de l'extérieur aussi. Tu sais, comme je disais, c'est facile pour quelqu'un de dire ou de ne pas s'affirmer, mais si tu ne vas pas à l'encontre ou à la rencontre de l'autre, c'est pas nécessairement mieux non plus. Là. Ça reste. Tu sais, ça reste qu'il n'y a pas de cohabitation, il n'y a pas d'échange non plus qui se passe. Fait que c'est pas... Ben, c'est ça, il me semble que l'une des participantes qui avait des préjugés, elle parlait beaucoup de ses souvenirs d'enfance qui l'a marqué. Fait que c'est ça qui est plus important pour elle, ce qui semble plus important. Oui, non, c'est ça, puis c'est sûr que chaque personne, tu sais, c'est pas nécessairement... On ne convertira pas tout le monde, ça c'est sûr, puis je pense pas qu'on pensait faire ça. Mais si on réussit à répondre à certaines questions de certaines personnes, ben tant mieux. Oui, d'ailleurs, la personne qui a des préjugés va souvent retenir les éléments qui viennent nourrir ces préjugés et, effacer les autres de sa mémoire. C'est une structure assez complexe, le racisme systémique, parce qu'il faut bien le nommer par son nom. Et justement, parce qu'il est systémique, souvent, c'est pas tel ou tel individu qu'il faut blâmer, mais
toute une structure sociale qui est faite d'éducation, de langage, d'un tas de petits riens qui, une fois accumulés, créent une discrimination. Et détricoter ça, c'est une opération à très long terme et qui va pas de soi. C'est évident. Une émission comme celle-là et tout ce qui se fait autour de la culture autochtone et de sa diffusion est important. Récemment, dans le projet Grand Écran, on a diffusé Beans en salle. Et il y a des gens après qui viennent me voir et me disent mais c'est drôle, on n'a jamais eu le point de vue Mohawk sur la crise. Hein? On connaît cette histoire-là, on nous l'a raconté des fois. Le point de vue qu'on avait des Mohawks, c'était parfois les porte-paroles politiques ou militants qui amenaient des idées, mais comment les Mohawks ordinaires ont vécu cette crise-là, on n'a jamais entendu parler. Alors là, tout d'un coup, 30 ans plus tard, oups, les gens redécouvrent une autre perspective. Alors là-dessus, peut-être, oui. Je vais juste rajouter à ce que tu dis, puis ça revient à mon propos de tantôt par rapport à la souveraineté narrative, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas vu la perspective Mohawk, puis c'est pour ça que pour moi, la souveraineté narrative est encore plus importante. C'est que maintenant qu'il y a des gens qui se sont intéressés et qui ont vu Beans, vont dire « Ah, maintenant, je comprends comment que les Mohawks l'ont vu. » Mais il y a combien de gens qui disent « Ben moi, je ne veux pas l'entendre, cette histoire-là, je l'ai déjà entendue il y a 5 ans. » Sauf que ce n'est pas nécessairement la vision des gens qui étaient le plus touchés par cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que ça devient important de pouvoir raconter nos propres histoires puis s'assurer d'avoir un certain mot à dire par rapport à qui raconte ces histoires-là aussi. Oui, avoir une voix et avoir une voix autonome, hein, c'est justement ce qui s'appelle de plus en plus, et j'aime bien l'expression souveraineté narrative. Tu l'as employé. J'ai vu Odile Joannette, qui est maintenant au Conseil des arts du Canada, aussi le mettre toujours à l'avant-plan. Cette notion-là qui est intéressante, d'autant plus qu'on le sait que ce droit de raconter au travers des moyens contemporains a été longtemps inaccessible aux nations autochtones et ce tort historique-là commence tranquillement à être corrigé. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que ça donne des maudits bons résultats. Tu sais, je veux dire, les longs métrages sont bons, les séries dramatiques sont bons. Les gens qui s'y sont impliqués comme diffuseurs ou comme agences de financement, au bout de la ligne, sont très satisfaits d'avoir appuyé l'initiative. Alors, chronique linguistique, on va-tu parler de niche encore? Cette fois-là, je pense que c'est un peu court. Ce que je voulais faire, c'est que on va parler de Wendigo. J'ai essayé de voir qu'est-ce que ça voulait dire, mais finalement, c'est vraiment difficile de trouver dans les dictionnaires ces termes-là. Fait que j'ai trouvé une autre façon de pouvoir faire la petite partie linguistique. Ce serait quoi les autres mots dans d'autres langues? Fait qu'en Anishinaabe, on dit Wendigo. Des fois, c'est Wendigo. Essentiellement, ce qu'on dit, c'est que du Wendigo, c'est un cannibale maudit. Il est souvent transformé parce qu'il a fait des péchés, comme ce soit l'égoïsme, la gourmandise ou le cannibalisme. Puis on parle souvent de l'esprit de Wendigo aussi, qui prend possession de ces gens-là qui ont fait des péchés. En Atikamekw, j'entends Witigo. On dit souvent, ça c'est plus un géant à la place d'un cannibale maudit. Là. C'est plus un géant mangeur d'hommes qui a été puni en fait parce qu'il a commis des péchés comme l'égoïsme, le gourmandisme, le cannibalisme, un peu comme Wendigo. Puis en Abenaki, tu as Giwakwas ou Giwak. Je pense que Giwakwas, c'est genre quand c'est au pluriel. Puis de ce côté-ci, ce qui est différent, c'est qu'on dit que c'est un géant de glace.
Fait qu'on parle de cannibalisme. C'est des gens qui ont été punis pour le cannibalisme ou pour refuser de la nourriture à une personne affamée. Je pense que c'est quelque chose, c'est une indication aussi que c'est une valeur chez nous. À chaque fois qu'on rencontre un visiteur ou une personne affamée, il faut lui donner de la nourriture. Fait que, je pense qu'à cause de ça, on a fait des histoires pour dire qu'il faut nourrir tous les gens qu'on croise. En Micmac, ils disent Chino. Même chose aussi, c'est un géant de glace mangeur d'hommes. Fait que je pense que c'est pas mal la même chose, le même géant, en fait, de qu'on parle pour les Micmacs et les Abénaquis. Puis ce qu'on voit souvent dans ces légendes-là, c'est que ces monstres-là, ils ont toujours des cœurs de glace. Que ce soit chez les Micmacs, les Abénaquis, les Atikamekw et les Anishinaabe. Du côté des Haudenosaunee, on parle des Stonecoat ou Flintcoat. Je pense que dans leur langage d'origine, c'est probablement Geno. Je ne vais pas me le prononcer parce que je ne sais pas comment le lire. Mais on dit plus que c'est des géants de pierre chez les Haudenosaunee. Puis c'est une race de monstres, en fait, qui chassent les hommes. C'est pas des monstres qui ont été punis ou qui ont été maudits. C'est pas des hommes qui ont été maudits, en fait. Là. Tous ceux-là, c'est dans les nations algonquiennes, c'est tous des humains qui ont été maudits à cause qu'ils ont fait des péchés. Il y a Hatchen aussi chez les Inuits, qui est un monstre épeurant. Je ne connais pas les détails de son histoire ou de son étymologie, mais c'est l'équivalent du Wendigo dans l'esprit des gens. Parfois, c'est employé comme humour, mais d'autres fois, c'est plus sombre comme relation. Il y a une histoire fascinante dans l'Ouest je ne me souviens plus du premier nom, mais un homme qui se nomme, au début des années 1900, qui était en Saskatchewan, qui s'appelait Fiddler, son dernier nom Fiddler, qui est un nom connu, que lui était reconnu comme étant un chasseur de Wendigo, puis qu'il avait été arrêté par la GRC pour avoir tué plusieurs personnes qui prétendaient ou qui croyaient être des Wendigo. Ça l'avait fait quand même un gros... on en avait parlé beaucoup de ça. Mais en bout de ligne, de ce que je remarque ou de ce que je connais de l'histoire, c'est que ça a tout le temps été une histoire à la base qui faisait comprendre l'importance communautaire qu'il fallait dans la culture. Puis c'était un point de renforcer ça. Puis par rapport à moi, ce que je connais, c'était souvent ça. C'était à un moment donné, quand on avait besoin, admettons, d'aller à la chasse, c'était de comprendre que lorsqu'on y allait pour tout le monde et non juste pour soi. Que tout ce qu'on faisait avait un impact sur la communauté. Puis le cœur de glace venait que... Moi, un des récits que j'ai entendu, c'était la buée qui sortait de la bouche. C'était un élément là, que j'avais entendu parler. Puis en fait, l'autre élément que j'avais entendu parler, c'était le fait que la créature avait eu tellement faim qu'elle savait manger les propres lèvres. C'était des récits que j'avais entendus. Ça l'a plus développé chez les Anishinaabe. Chez nous, on ne parle pas autant de fois de Witigo, mais à Manoan, on parle souvent de Menido. C'est un monstre marin qui se promène dans les lacs. Puis on dit souvent qu'il y a comme un réseau de tunnels auquel il se promène. Puis lui, il est capable de les fermer, ces tunnels-là. Puis après ça, il va se déplacer d'un lac à l'autre. Puis souvent, on va dire aussi dans la culture Anishinaabe que des fois, l'esprit du Wendigo peut habiter un homme. Il y avait un homme là, par chez nous qui avait eu une histoire, là, que finalement, l'homme est décédé à Bordeaux dans les années 50, je crois, à la prison de Bordeaux. Puis lui avait tué une couple de personnes dans le parc de la Vérandrie, puis il était venu chez lui, puis il avait noyé son propre enfant. Puis la communauté avait dit que la façon qu'il avait agi, puis de la façon qu'il était devenu, était probablement sous l'emprise d'un Wendigo. Bon, ben là-dessus, il va falloir aller brûler de la sauge parce que là, on a
invoquer des forces obscures et maléfiques. Mais quand même, c'était dans un esprit bien communautaire, d'amitié, un esprit nourricier. Merci, Jason. Ça a été un moment formidable. Et là, on rappelle, justement, si on veut frôler le Wendigo sans trop de risques, les salles obscures sont bien prémunies contre les mauvais sorts. Et il y a sûrement des vertus heureuses. Certes, en tout cas, le plaisir d'avoir un bon film, un maudit bon film. Hein, maudit parce que il y a Nachimantu dedans. Donc, un maudit bon film à voir. Ça s'appelle L'Inhumain. Et c'est plein de belles valeurs humaines pour ceux qui iront, auront le bonheur de le découvrir en salle. C'est maintenant. Il faut y aller maintenant. Parfait. Merci beaucoup. Hein? Ouais, puis n'oubliez pas d'aller voir aussi, on a Premier Contact qui va être diffusé sur APTN récemment. Je pense que ça a été diffusé depuis hier, à lundi. Oui. Puis pour toi, Flora, qui s'en vient bientôt vers la fin du mois, le mois prochain. Oui, à la fin de ce mois-ci, le 26 mai. Bon, Miigwetz Kskina d'être avec nous. On se voit la semaine prochaine.